Je suis Vanessa Le Garec, je suis la nouvelle déléguée générale du coup de l'association des centraliens de Nantes. Et je vous présente François Ami, qui ne s'est pas présenté, qui a largement contribué à l'organisation de cette soirée, qui est le nouvel animateur du groupe Bretagne Pays de Loire, groupe qui a pour objet de fédérer la communauté des centraliens, vous avez compris, de toutes les centrales, des Supélec aussi maintenant, qui habitent Nantes ou leur région. Et je veux remercier les 5 entrepreneurs qui ont accepté de témoigner ce soir. Donc Erwan Jacquin, Hydrocéan, Pierre Auclair, Ripple Motion, Caroline Laroche, Grégoire Lansade et David Lallès de Sporting Town. Donc je vous laisse la parole. Je vous invite à vous rapprocher du bar et puis à présenter vos motivations, ce que vous avez rencontré, ce que vous avez envie de partager avec les autres entrepreneurs en 4-5 minutes. Et puis ensuite, il y aura des questions et puis vous pourrez échanger sur tout type de sujet. Ok. Maintenant, je ne sais pas trop quoi dire parce que je pense qu'il y a dans la salle des gens qui ont la même expérience que moi, donc c'est difficile de témoigner dans cette optique-là. Je peux simplement présenter Hydrocéan. Donc, Hydrocéan, c'est une société qui travaille dans le domaine de l'hydrodynamique, mécanique des fluides. Donc, on calcule des écoulements d'une manière générale autour de plein de choses qui flottent. Donc, ça peut être des bateaux, des structures qui sont mises à la mer, donc dans les énergies marines ou dans le domaine de l'offshore. On travaille aussi pour le nautisme sur des voiliers de compétition qui sont un peu plus connus du grand public. Le projet d'Hydrocéan, c'est un projet qui s'est construit avec l'école centrale et à l'époque le LMF. On discutait à l'époque avec Gérard Delomo, ici présent. L'idée était de se dire comment, quand on fait de la recherche dans un laboratoire, comment on la transfère et on la valorise dans le monde industriel. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui qui est présent pour notamment l'activité économique française, le développement des emplois. On sait qu'on a une recherche qui est assez forte et derrière comment on la convertit en création d'emplois. Donc c'est un vrai sujet. Et du coup, nous, comme d'autres ici, je pense, on a pris la voie de la création d'emplois à travers l'innovation et le transfert de technologie entre un laboratoire qui a une renommée mondiale et puis des industriels qui, à mon époque, quand on a créé Hydrocéan, n'étaient pas forcément capables de communiquer facilement avec un labo. Un labo, il a ses objectifs, ses contraintes, et puis un industriel, il a ses exigences. Et parfois, ça ne matche pas. Et donc, nous, on s'est mis entre les deux pour essayer de faire en sorte que les travaux de très haut niveau du laboratoire puissent être accessibles au monde industriel, que les objectifs industriels soient bien transmis au laboratoire pour essayer d'orienter les développements vers leurs besoins. Et voilà, donc on s'est mis dans ce créneau-là, en bénéficiant de tout ce qui a pu être aussi Jeune Entreprise Innovante, Crédit Impôt Recherche, tous ces dispositifs de l'État qui ont permis d'accompagner et d'essaimer des startups des laboratoires. Donc aujourd'hui, Hydrocéan, c'est une petite trentaine de personnes, on doit être 29 aujourd'hui. On a un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Et on est en train d'ouvrir des bureaux à Shanghai, donc ça c'est déjà fait, Singapour et Rio qui est aussi déjà fait. Donc on a des ingénieurs qui aujourd'hui se sont mis on va dire dans des locaux avec un partenaire qui est le Bureau Veritas qui nous aide à nous développer à l'international. Donc voilà, donc on a une croissance entre 30 et 50% par an depuis la création et voilà, donc on gère ça de façon assez simple. Je vais laisser la parole du coup à quelqu'un d'autre. Je te laisse. Ophi, non ? Ophi, pardon. Alors moi, c'est pas du tout la même histoire. Je suis de la même promo que David qui est là du coup de 2012. J'ai 25 ans. J'ai fait HEC entrepreneur après Centrale, comme Benoît qui est là-bas. On a le même parcours. Je me suis un peu éloignée de l'ingénierie, par contre. Je suis restée près de la mer. J'ai créé Coride, en fait, qui est une start-up dans le tourisme. Donc l'idée, c'est qu'on loue des maisons de particuliers qu'on transforme en auberges, en bord de mer ou à la montagne. Et là, on vous fait vivre une aventure un peu extraordinaire. C'est-à-dire que d'une part, on vous fait découvrir les sports de glisse, l'esprit, le sport et l'ambiance qu'il peut y avoir autour des sports de glisse en général. Ensuite, les gens vivent un peu en communauté, c'est-à-dire comme c'est des maisons de particuliers, il y a le petit déjeuner qui est compris, mais après, les gens utilisent la cuisine partagée, le salon, comme s'ils étaient un peu chez eux, mais avec les autres. C'est des petites auberges de 15 à 20 personnes.
Et puis l'autre point, c'est qu'on vous fait découvrir le territoire local à chaque fois. Donc, c'est-à-dire qu'on a des partenariats forts localement avec les activités, les producteurs et aussi les artistes en fait qui vont exposer dans l'auberge, par exemple. Donc voilà, j'ai créé ça autour du coup 3 valeurs clés, quoi: la convivialité, l'ancrage local et l'éco-responsabilité. C'est un peu un projet fou et particulier qu'il faut peut-être mettre sur le dos de ma jeunesse. On verra bien. Et donc ça a 1 an, j'ai créé ça en juin 2014, juste à la sortie du master. J'ai fait une première saison à Saint-Lunaire, côté de Saint-Malo, qui s'est plutôt bien passé, donc sur mes fonds propres, en disant bon allez on y va, on essaye, on voit comment ça se passe. Donc j'avais plus de sous, mais ça s'est bien passé quand même. Donc je me suis dit ça vaut le coup de continuer. Donc cet hiver, je suis allée chercher des financements, prêts d'honneur auprès d'initiatives, prêts bancaires, que j'ai fini par obtenir pour pouvoir faire la nouvelle saison. Donc cette année, on a une maison magnifique à 300 mètres de la plage, à la Baie Océan, juste au-dessus de Bayonne. On a une deuxième maison en Bretagne, à Saint-Cal-le-Guildo, qui est ouverte ponctuellement pour les groupes. Donc on fait pour les particuliers en mode auberge, c'est-à-dire que les gens réservent comme une auberge un peu classique, 2 nuits minimum. Il y a un animateur sur place pour faire le lien entre les gens qui sont là et avec les locaux. Et puis ensuite, on fait aussi des groupes, pour que ce soit des groupes d'amis, pour faire du coworking ou des choses comme ça, des enterrements de vie de jeunes filles. Mais on fait aussi pour les pros des séminaires team building axés de 3 jours autour des sports de glisse. Du coup, ça peut être surf, kitesurf, kayak, chien de traîneau pour cet hiver. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'ouvrir la première maison montagne cet hiver. Si la saison se passe bien cet été et qu'on j'arrive à continuer. Pour l'instant, je suis toute seule. J'aurais bien aimé trouver un associé ou quoi, mais au final, ça s'est pas goupillé comme ça. J'ai trouvé des gens pour m'accompagner, heureusement. Maintenant, voilà. Du coup, j'ai un salarié en CDD saisonnier qui est dans le sud-ouest en ce moment, et des stagiaires. Vive les stagiaires. Voilà. Je vais passer là. Je faillis à mes accompagnants. Je parlais d'accompagnement, justement. Du coup, je suis incubée en Symbiose, enfin anciennement Symbiose, l'incubateur central Audencia ENSA. Et donc ça, c'est top parce que déjà, ça a été les premiers à un peu me faire confiance, à me mettre un tampon pour pouvoir aussi aller voir les banques et tout ça, pour dire bah voilà, je suis pas toute seule. Il y a aussi un incubateur qui me suit. Et puis, du coup, j'ai mes locaux à Centrale, si vous voulez passer, bureau E229. Et avec Sofiane aussi, qui est là aussi, et Hakim, qui est pas très loin. On est pas mal de l'incubateur, finalement, ce soir. Voilà. Et donc, c'est super, l'incubateur. Donc moi, je suis Pierre Auclair, j'ai 25 ans aussi, mais c'était il y a un petit peu avant. Ma première entreprise en fait est derrière vous, puisque j'ai eu la chance de créer Centrale Nantes Télé avec 2 de mes camarades en 89, de 1989, et enfin ça parle à pas mal de monde. Hein. C'est ça, ça fait moi du mal. Donc en fait, finalement, en m'apercevant des 26 ans de CNT, je me dis que j'avais probablement dans le sang l'idée de créer une entreprise il y a déjà très longtemps. Donc moi, je vais juste, au lieu de parler de Ripple Motion, qui est la société que j'ai créée en 2008, je vais plutôt parler de mon parcours d'entrepreneur, parce que j'ai donc créé une première entreprise en 99, que j'ai revendue en 2000 et quelques. 2000. Puis j'en ai recréé une autre en 2005 qui marche encore. Puis j'en ai recréé une autre en 2008 qui est Ripple Motion. Donc comme j'ai un peu plus que 25 ans en fait, j'en ai créé plusieurs et chaque fois dans des situations un peu différentes avec des expériences un peu différentes. Donc 2 mots sur Ripple Motion, on fabrique des applications mobiles, c'est une petite équipe d'une dizaine de personnes. On a comme particularité d'être très très industriel. On fabrique du logiciel pour qu'il marche, pas juste pour qu'il existe. Et du coup, on travaille avec des gens pour qui la problématique de la mobilité est devenue une problématique centrale. Si ça marche pas sur le mobile, alors ils sont morts. Donc voilà, c'est un peu notre particularité. Donc tout à l'heure, je pourrais vous parler un peu de ces différentes expériences. Bonsoir à tous. Alors moi je suis Grégoire Lansade,
Je sors de l'école en promo 2005. J'ai eu l'occasion ensuite d'aller faire la triplette École des Mines puis Audencia en faisant des masters là-bas. J'ai créé Résolution, donc c'est un cabinet de recrutement à la base qui a été créé en 2007 ici à Nantes. Aujourd'hui, on intervient sur du recrutement et on a une équipe de 8 consultants qui interviennent sur une façade plutôt ouest, mais quasiment sur l'ensemble du territoire français, sur du recrutement industrie, BTP, expertise comptable et informatique. On a lancé en 2009 une filiale, et c'est à ce moment-là qu'on est devenu Groupe Résolution, qui est une filiale en fait qui fait du développement de réseaux de franchise, où on accompagne des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises, qui souhaitent en fait lancer leur activité, pas en propre, mais sur du commerce organisé, donc en étant soit franchisé, soit affilié, dans des domaines très différents, que ça aille du service à la personne, au service aux entreprises, en passant par l'alimentaire, la distribution, voilà, à peu près tous les domaines d'activité qui existent. Donc on a une cellule qui accompagne des porteurs de projets en création d'entreprise. Je me suis associé très dernièrement avec Didier qui est ici, qui pilote l'activité de franchise chez nous et qui du coup voilà, gère une équipe de consultants qui accompagnent des porteurs de projets en création d'entreprise. Et puis donc ça fait 8 ans maintenant. On a eu des hauts, on a eu des bas. Aujourd'hui, il y a 17 personnes au sein du cabinet. Et puis après un procès au prud'homme, un contrôle fiscal et d'autres mésaventures, on est toujours là. Ça marche plutôt bien aujourd'hui. Et on a toujours envie voilà, d'avancer, d'entreprendre, de continuer à être motivé. Et voilà. Juste pour revenir sur le début et sur l'origine de la création, les autres ont choisi. Moi, je l'ai un peu subi, puisqu'en l'occurrence, quand je suis sorti d'Audencia, j'ai eu l'occasion de travailler pour un cabinet parisien en tant que consultant en recrutement. J'ai créé le bureau de Nantes, qui n'existait pas à l'époque pour ce cabinet, donc j'y suis resté pendant un peu plus d'1 an. Et en fait, le cabinet pour lequel je travaillais a déposé le bilan, et on s'est rendu simplement compte que le dirigeant n'avait jamais payé l'URSSAF, et donc qu'on n'avait pas le droit au chômage, et donc pour lancer une activité, c'était un petit peu compliqué, mais on se retrouvait avec voilà, des clients qui étaient sur place, une équipe qu'on avait constituée sur place, et c'est comme ça qu'est née Résolution et qu'on a dû voilà, créer l'activité, créer l'entreprise. Donc voilà, parfois c'est un peu subi et pourtant c'est une très bonne chose. Et 8 ans après maintenant, c'est voilà, pour l'instant la meilleure chose qui me soit arrivée avec mes enfants. Bonsoir à tous, moi je m'appelle David Lallès, je suis de la promo de Caroline, je suis entrepreneur depuis 3 ans et demi, ça veut dire que j'ai eu cette idée folle avec un de mes camarades de classe qui est de la même promo qui est derrière vous au fond. On a monté la société pour notre année de césure, à la fin de notre stage on a fait un stage de 8 mois, puis après on s'est dit non on va essayer de monter une boîte, on va avoir un deuxième parcours, puis on n'a jamais réussi à arrêter depuis. On a été incubé à Centrale, on est toujours incubé dans les locaux de Centrale. On a été aidé dès nos débuts par le président des anciens élèves de l'école centrale de Nantes, Gilles-Emmanuel Bernard, qui nous a soutenus, qui a été notre premier investisseur. On a plusieurs investisseurs aujourd'hui derrière nous. Ce qu'on fait, c'est qu'on développe des applications web uniquement pour les événements sportifs. À la base, on ne voulait pas faire ça. On voulait faire un gros réseau social parce qu'on était étudiants et qu'on avait plein d'idées dans la tête. Et puis, il y a plusieurs grandes écoles qui nous ont dit « Votre réseau social, c'est nul, nous on en a besoin de ça, ça n'existe pas sur le marché ». Donc on s'est lancé, on a développé ce produit-là au bout d'1 an. Aujourd'hui, on a presque un tiers des événements étudiants en France qui passent par nous et on commence à vendre nos outils à des sociétés, à des agences d'événementiel, à des fédérations. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. On est une douzaine. On est content en ce moment parce qu'on a réussi à embaucher 4 stagiaires d'Audencia. On s'est rendu compte qu'ils étaient meilleurs que nous pour ramener des contrats. Donc ça, c'est top. C'était un bon acquis, je pense. Il fallait le savoir. Et puis voilà, beaucoup de travail, beaucoup de travail, mais on se bat pour garder ce statut, on se bat pour garder cette façon de travailler qui est, je pense, assez agréable quand même. Merci. Merci à vous pour ce témoignage. Peut-être vous voulez poser quelques questions sur... Oui, c'est pour Bernard Conseil. Oui, c'est pour rebondir sur ce que tu as dit, en disant que les gens d'Audencia étaient bien meilleurs pour amener des contrats. On est tous de formation ingénieur. Bon, il se trouve que moi aussi, j'ai monté ma boîte il y a quelques temps. Et ma grosse difficulté, je suis pas commerçant, donc j'arrive pas bien à vendre mes services et autres.
Donc, sur la brochette en face, quels est vos soucis commerciaux? Comment vous faites connaître? Comment vous gérez? J'ai aucun souci sur les aspects techniques, les logiciels, les machins, les trucs. Par contre, simplement, comment vous faites connaître et comment vous ramenez des contrats? Bon, nous, c'est particulier puisqu'on est sur du B2B, hein, donc nos clients, c'est des grands comptes, Total, Technip, DCNS, STX, etc. Les premiers contrats, on les a eus sur, moi, plutôt ma personne, c'est que j'avais travaillé pendant 8 ans avant dans un centre de la DGA avec un centre de réseaux et de connaissances et qui ont été très contents de voir HydroSéance créer. J'ai embauché un commercial au bout de 4 ans, je crois, à peu près. Et au début, c'était moi le commercial, du coup. C'est difficile parce que, enfin, moi, je me faisais un peu violence parce que dans la culture de l'ingénieur, en tout cas dans la mienne, vendre, c'était presque voler, quoi. Hein, donc, on avait ce vrai problème. Puis après, quand on commence à regarder le chiffre d'affaires qui va pas, les commandes qui rentrent pas, ben on se fait un peu peur. Ça fait un peu mal au ventre. Et puis là, on prend son téléphone, puis on fait du phoning, on fait des rendez-vous, voilà. Et puis on essaye de présenter des choses intéressantes qui vont être vendables pour un client. Aujourd'hui, j'ai un commercial, mais qui est ingénieur de formation, donc c'est pas facile non plus, du coup, d'avoir cette vraie culture de vente. Et puis plus récemment, on s'est associé avec un partenaire industriel, c'est-à-dire que vendre du service au niveau mondial, c'est compliqué. Il faut un vrai réseau de distribution dans des pays qui parlent pas forcément bien anglais, avec une culture locale très forte, hein, le Brésil, la Chine, ce genre de pays. Et donc là, on a trouvé un accord avec un grand groupe qui est, pour moi, vraiment un exemple. C'est-à-dire que le grand groupe a son réseau de distribution mondial. Il est intéressé par nos services. Il y a une vraie complémentarité avec son offre produit. Et donc, il nous organise des rendez-vous. Il nous ouvre son carnet d'adresse. Il organise des meetings. J'étais en Chine il y a 3 ou 4 semaines avec voilà, un séminaire d'une centaine de sociétés qui était prévu pour présenter nos services directement pendant une journée. Donc ça, voilà, c'est des choses qui n'ont pas de prix. Et donc moi, je crois énormément à un moment à un relais et un partenariat grand groupe PME pour être capable de créer un réseau de distribution qu'une PME ne peut pas développer toute seule. Ou alors elle va s'épuiser, elle va cramer son argent. Et effectivement, c'est difficile de rester innovant quand on met l'argent sur le commercial et réciproquement. Donc voilà, notre solution, ça a été ça, un peu tout seul, et puis après, s'associer avec des gens qui ont un réseau de distribution. C'est vrai que c'est très très difficile. C'est toujours encore plus difficile que ce qu'on imagine. Après, moi, j'ai fait un petit détour par HEC qui m'a quand même un peu aidé, ouvert l'esprit en voyant l'excès presque inverse de vendre tout et n'importe quoi, avec un petit séjour chez Darty où on nous apprend une semaine à vendre chez Darty. Bah, je peux dire que ça vous forme un peu, quoi. Non, mais au-delà de ça, franchement, c'est difficile, surtout là en B2C, d'essayer de se faire connaître du grand public. C'est dur. Après, en gros, moi, j'ai plusieurs choses. J'essaye de vendre en direct, donc je suis sur le web avec. En fait, on a des clients, par contre, qui sont presque captifs dans le sens où ils adhèrent vachement au concept. Une fois qu'ils sont venus, ils ont vraiment envie de revenir et ils sont ambassadeurs, c'est-à-dire que ils convainquent encore 10-15 personnes derrière eux de venir. Donc ça marche bien, mais ça prend beaucoup de temps ce type de communication. Et sinon, en fait, j'ai pas pu passer outre Booking, Airbnb, toutes ces choses-là qui me permettent de remplir en fait la maison. Après, moi, je prends des stagiaires en communication parce que c'est vrai que c'est ce que toute la partie opérationnelle, c'est moi qui l'a fait. Et après, c'est plus sur la com où j'ai vraiment besoin de contenu, d'appels. Elle fait un peu moitié com, moitié commercial, et elle m'aide pas mal. Après, j'avoue que c'est vraiment vraiment difficile. C'est vraiment le point sur lequel j'essaye d'investir. On fait pas mal d'événements, on s'associe à beaucoup de choses pour essayer de démocratiser un peu les sports de glisse et de donner envie de partir en vacances du coup sur ce thème-là. Après, pour l'instant, on n'a pas du tout soit de partenariat, soit de vrais réseaux de distribution grande échelle. Pour l'instant, non, on marche avec
J'ai la chance d'avoir un concept qui est un peu sexy et du coup, par contre, je peux avoir des articles gratuitement dans plein d'endroits. Et c'est plus ça. Je joue aussi sur le côté femme entrepreneur. Ça peut aider aussi parce qu'on n'est pas beaucoup malheureusement et du coup, les témoignages sont plus rares. Donc voilà, on essaie de les mettre tout de son côté pour en parler un maximum. J'avoue que pour l'instant, c'est pas assez. J'aimerais beaucoup pouvoir tout vendre toute seule. Mais là, je sais pas, ça doit être peut-être 20% que je vends toute seule et 30% toute seule et le reste c'est des canaux qui m'apportent des gens et en fait une fois qu'ils sont venus, par contre ils adhèrent vraiment à la communauté. Et nous on fait des événements, on joue beaucoup sur les réseaux sociaux pour que ça reste très communautaire et très convivial quoi. Voilà, donc j'espère pouvoir ne plus avoir affaire à Booking bientôt. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Voilà. Pour moi, c'est un peu comme pour vous. En fait, je vends pas, c'est les gens qui achètent. S'ils veulent pas acheter, tant pis pour eux, en fait. Moi, je suis un bon ingénieur, j'explique comment il va falloir faire. D'accord, ça va coûter des sous. Et si les gens veulent pas les mettre, tant pis pour eux, ils vont mettre des sous ailleurs. C'est vrai, j'ai perdu l'affaire, mais ils auront un truc merdique, tant pis pour eux. Et c'est un peu comme ça que je fais et ça marche pas très bien, en fait. Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'on est mal formé, en fait. On est vraiment mal formé, on est comme des ingénieurs, on est vraiment moitié débile, quoi. On sait pas faire semblant de mentir ou des trucs comme ça marche pas très bien. Non, moi pas de stage chez Darty, puis maintenant c'est un peu foutu pour stagiaire, ça va pas marcher. Donc j'essaye aussi de prendre des jeunes en me disant ça se trouve ils sont moins niais que moi quoi. Mais du coup ça marche pas pareil parce que la façon que j'ai de vendre est très pédagogique, c'est-à-dire que pour moi l'important c'est l'entrant, le gars qui téléphone et qui dit j'ai un problème et là je suis assez malin pour lui dire j'ai la solution à ton problème. Mais aller taper à la porte c'est impossible et envoyer un gamin taper à la porte en lui disant je suis sûr que le gars il a un problème, t'as plus qu'à trouver quel problème. Je suis incapable de le faire, c'est compliqué pour moi quoi. Donc je suis un peu comme je sais pas trop comment faire. Donc voilà, on se débrouille comme on se fait violence, de temps en temps on appelle, on prend 2 ratons, on dit c'est fini, j'appellerai plus jamais, ça m'embête, c'est pas mon métier, s'ils veulent pas travailler, tant pis pour eux. Puis bon, comme on a des salariés, on est obligé quand même de faire un petit effort, donc on reprend le bâton puis on recommence quoi. Je pense qu'on est tous un peu condamnés à ça, faut trouver un associé, mais qui est un commerçant. Aussi éventuellement envoyer sur nos écoles respectives pour modifier un peu le programme. Ouais, alors ça c'est vrai que donc moi j'interviens un peu à l'école centrale sur la partie entrepreneuriat parce que quand moi j'étais à l'école, ça existait même pas l'entrepreneuriat. Je pensais même pas que c'était possible en fait. Je pensais qu'il fallait juste rentrer dans un grand groupe et qu'on n'avait pas trop d'autres choix pour faire des calculs ou des trucs inintéressants ça existait pas. Maintenant, il y a quand même une filière entrepreneuriat. Peut-être. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet au moins de dire aux jeunes. Alors, il y en a quelques-uns que c'est au moment où on sort de l'école que c'est le plus facile parce qu'on n'a pas de femme, pas d'enfants, pas de prêt, pas de baraque, pas de. Donc là, on prend pas de risque en fait. On est en plus habitué à pas avoir de salaire, donc. Franchement, c'est le bonheur, quoi. Alors que si on attend 5-6 ans, on a tous les problèmes qui viennent et après, il faut tout rembourser. Et l'entrepreneuriat, les premières années, ça peut être un peu sec quand même. Hein. Donc, faut s'y attendre. Donc. Il y a un autre axe sur lequel on peut jouer, c'est la différenciation. Moi, je suis passé par Audencia et en l'occurrence, à l'école des mines et à Audencia, c'était un cycle d'entrepreneuriat. Et en fait, on nous a appris à faire de la compta. C'est pas ce qu'il faut. Il y a des comptables qui le font très bien. C'est finalement pas ce qui coûte très cher quand on crée une boîte et quand on la développe. Par contre, effectivement, aller chercher les affaires, c'est compliqué. Et les éléments de différenciation, que ce soit sur le positionnement prix, que ce soit sur des éléments d'axe marché qui sont... nous, le recrutement, c'est un secteur qui est très concurrentiel. Il y a des acteurs qui sont aujourd'hui, pour 90% d'entre eux, sur de l'indexation, par exemple, du salaire du collaborateur qui est recruté pour calculer leurs honoraires. Nous, dès le départ, on a fait un fonctionnement au forfait. En disant aux entreprises, on a fait un coût moyen de nos prestats de recrutement, on sait la marge qu'on veut générer sur une mission de recrutement, et donc ça nous donne un tarif. Ce tarif-là, on estime qu'il doit être lié à ce qu'on fait, et pas lié à la personne qu'on va recruter.
Et ça, typiquement, ça a été un axe de différenciation dès le départ, qui a été très fort, surtout ici, où il y avait Ace, par exemple, qui était un cabinet à l'indexation et au tout succès qui s'implantait fortement ici, qui avait un peu cassé le marché. Et en l'occurrence, c'est comme ça qu'on a pris nos premiers clients, qui sont des clients plutôt petites boîtes, en l'occurrence, pas des grands comptes, mais où c'était le dirigeant directement avec qui on discutait et qui nous disait « c'est mes sous ». Et en l'occurrence, ça, c'est un discours qui me parle. Et du coup, on est intervenu au départ sur des petits postes, et puis, mathématiquement, on est monté sur des plus gros postes, parce que les gens nous disaient finalement, vous faire bosser sur des postes à 100 KE ou à 30, ça nous coûte la même chose, donc vous êtes d'autant plus intéressant que les postes sont chers. Donc, mathématiquement, on est monté sur des postes plus intéressants, on est monté aussi pour des entreprises plus grosses, et puis après, la cooptation, qui fait aussi beaucoup de choses, ou le bouche à oreille, et puis pareil, voilà, la formation mathématique ou ingénieur fait que on trouve après des modèles, typiquement de dire à un client, si vous me fournissez dans vos fournisseurs, dans vos clients, une autre personne qui a un besoin de recrutement et sur lequel on va venir, non pas pour identifier un besoin, mais pour y répondre. La seule chose, c'est que vous avez été vous le moteur pour nous mettre en relation avec. On va pouvoir venir, on va pouvoir faire du recrutement, être au succès, venir en concurrence. Et puis, de la même manière, on a commencé sur une structure qui était petite, ça veut dire aussi avec des coûts de structure qui étaient légers. Et donc, il a fallu sacrifier un petit peu les honoraires au départ, et puis, alors sans se prostituer, mais pas loin de ça, venir au départ en disant on va travailler pour la gloire. Et puis, on travaille avec des entreprises qui sont très sexy, avec lesquelles tout le monde a envie de travailler. Et alors là, je suis un petit peu en désaccord sur la partie grand compte, alors même si on n'est pas du tout sur la même activité. Nous, on travaille plus du tout avec des grands comptes, hormis peut-être le BTP, parce que la relation est trop disproportionnée. Et aujourd'hui, quand on est même à 10, même à 15, même à 20, un prestataire, on n'est rien du tout pour un FH, pour un Lactalis, pour une DCNS. Et donc forcément que, même si on fait tout ce qu'on peut, même si on le fait aussi bien que possible, il y a un moment où, quand c'est disproportionné, ça ne peut pas durer. Et donc ça, c'est aussi une prise de conscience qu'on a eue à peu près au bout de 3-4 ans, en disant en fait, on va arrêter de faire des réponses à appel d'offres, on va arrêter d'aller voir tous ces grands comptes en disant c'est pas grave, on peut aussi travailler parmi vos 29 prestataires de recrutement, pour aller se recentrer plutôt sur des petites boîtes qui étaient finalement très peu démarchées, sur lesquelles il y avait beaucoup moins de barrières téléphoniques ou physiques, et sur lesquelles on avait très vite un DRH, un DAF ou un dirigeant avec qui parler, et sur lesquelles on arrive à construire des vraies relations qui sont dans le temps et qui font que finalement le problème financier se pose au bout d'un moment presque plus. Il est toujours existant, on dort toujours très mal le soir, mais voilà, ça se pose de moins en moins. Et puis surtout, il faut trouver son positionnement et pas simplement essayer de faire comme les autres parce que ça marche pas. Voilà. Moi, je pense qu'on est nul pour vendre. Enfin, il me regarde, je sais pas ce qu'il veut me dire, mais on est très nul pour vendre. Je suis nul peut-être. C'est pas tellement qu'on est nul pour vendre, c'est vrai que quand quelqu'un vient nous voir, il a un problème, on a une solution au bout, on sait comment agencer la solution, on est pédagogue, ça on sait faire. Mais il y a des soucis quand même, peut-être dans la formation ingénieur ou dans mon cas personnel, je sais pas trop. Mais le matin quand je me lève, je suis plus préoccupé par le bug qu'il y a eu la veille au soir sur nos outils que sur le fait que j'ai 5 cartes de visite et que je dois envoyer 5 bonjours par email. Il y a ce défaut-là déjà. Il y a d'autres défauts comme le fait que j'ai envie de tout donner aux gens. J'ai pas envie de leur prendre de l'argent. Ça va faire 3 ans et demi qu'on travaille. On a une équipe de 12 personnes, on a quasiment 0 € de chiffre d'affaires. C'est vraiment pour vous donner un exemple. On commence à prendre du chiffre d'affaires, c'est tout nouveau pour nous, on est content, c'est super. Mais c'est pas ce qu'on faisait au début. On a fait un réseau social au début, on voulait qu'il y ait plein de gens dessus, et on voulait devenir millionnaire. C'était la base. Après, on a fait un outil et on s'est rendu compte que cet outil il était quand même mieux parce que les gens le voulaient, alors qu'un réseau social, personne n'en voulait d'une autre. Et que chaque fois qu'on avait un événement qui s'organisait, on gagnait 1000 personnes, 500 personnes, 400 personnes sur notre réseau social. Donc on a vu les gens monter. Et on s'est dit, c'est super, on commence à avoir de la communauté. On cherchait toujours pas à avoir de l'argent. Et c'est un jour, c'est une école de commerce, alors pas une école d'ingénieur, je pense que c'est normal, qui nous a dit, très bien, je veux bien votre application pour mon événement, envoyez-moi le devis. Dans ma tête, je me suis dit, quoi, un devis? Un devis, comment ça je fais un devis? Je suis allé voir les développeurs, je leur ai dit, ils veulent un devis pour leur application. Ils m'ont dit 500 €, 500 €. Mais non, pas 500 €, 1000 €. Donc j'ai mis 1000 € le soir, j'ai envoyé un devis, ils m'ont dit ok. Très bien. Cet événement, c'est l'EDEC qui l'organise, ça s'appelle les Jeux d'Omnisport, ça regroupe les 6 écoles de commerce. On a déjà reçu le cahier des charges de l'édition 2016, là on va être monté je pense à 4-5 000 €. Donc finalement on a plein d'événements comme ça qui au début étaient gratuits, on a dépensé plein d'argent, on a perdu plein d'argent, mais comme le produit est bon, ils reviennent et puis on commence à leur annoncer des prix. Par contre pour aller voir des sociétés d'événementiel, des grosses fédérations, je pense que là on va quand même y aller avec des gens qui tapent à la porte, parce qu'on n'a pas encore nos racines là-bas,
Et on va pas faire que du gratuit pour une fédération ou une agence, on va peut-être se limiter quand même parfois à les faire payer, quoi. Ok, alors moi j'étais pas trop prévu, alors je vais peut-être me mettre là. Ouais, j'en profite parce que justement votre question m'interpelle un petit peu parce que je suis justement dans la phase où je suis en plein dans le dur, puisque j'ai créé ma boîte il y a 4 ans. Alors, pour la petite histoire, donc moi je suis de la promo 97 en énergétique. J'ai bossé ensuite pendant 10 à 12 ans en génie climatique, en froid industriel, donc sur des choses assez proches effectivement de la mécanique des fluides et de la thermique. Et ensuite, on allait beaucoup dans des bâtiments existants, des vieux bâtiments industriels qui étaient totalement dénués de plans à jour. Ou de modèles, et on était là avec notre télémètre laser, et je me suis dit ce serait quand même bien si on pouvait trouver un moyen de mesurer tout ça en 3D avec un télémètre laser vraiment beaucoup plus sophistiqué qui envoie des points laser dans tous les sens. Donc je savais pas du tout en fait que l'équipement existait déjà aux USA et un peu en Allemagne, et quand j'ai vu ce truc là je me suis dit ouais, je vais créer une boîte là-dedans justement pour faire du relevé de bâtiments existants, et en particulier de bâtiments complètement tordus ou très très complexes techniquement, bourrés de tuyauteries, de structures, etc., et où les équipes projet ne s'y retrouvent plus du tout, et proposer donc un service de relevé un peu alternatif à ceux des géomètres, c'est-à-dire avec plus une connaissance industrielle, et de proposer des modèles 3D vraiment hyper chiadés. Donc je me suis dit l'idée est tellement bonne que forcément ça va marcher, parce que c'est un peu ce qu'on se dit tous nous en tant qu'ingénieurs. On se dit voilà, de par quelque part le côté parfait de ce que je vais proposer et du service que je vais apporter, forcément ça va arriver vers moi. En fait non, pas du tout. Donc là ça fait 4 ans que j'ai créé ma boîte. Première année a été presque inexistante, deuxième année à l'équilibre, troisième année vraiment sur une grosse pente, et puis là, badaboum, ça se casse un peu la figure, donc j'ai un technicien géomètre avec moi. Là, je commence à avoir déjà du mal à me payer. Le gros problème quand on est ingénieur, c'est qu'on est un peu au four et au moulin, c'est-à-dire qu'on est dans des problématiques techniques, et que quand on est censé vendre, on s'auto-bride, parce qu'on se dit tiens, je connais déjà les problèmes que je vais avoir derrière si je réalise, donc on essaye de ramener un peu son devis un peu à la baisse, alors qu'un vrai commercial, lui, il irait franco, et ensuite les solutions on les trouve une fois qu'on y est. Mais c'est vrai qu'il manque effectivement cette dualité ingénieur et commercial, et je pense que trouver un bon associé plutôt sur la partie commerciale, c'est vraiment un point clé. Le problème que j'ai moi, c'est que j'ai pas d'associé. Donc j'ai mon technicien géomètre qui est un très bon exécutant, mais pas du tout dans le sens péjoratif du terme. Mais là, donc je développe, je vais chercher les clients, je trouve de nouvelles idées, je passe mon temps à démarcher. Là, c'est pareil, pas beaucoup de commandes, donc il faut faire du phoning. C'est vrai que c'est pas facile du tout de tout mener de front. Donc là, je suis effectivement dans une phase qui est plutôt difficile, de remise en question, même de savoir s'il ne faut pas proposer d'autres services. Mais à chaque fois en me disant, de nouveau, comme un ingénieur, voilà, il faut que je trouve l'idée que personne n'a eue et qui va faire que, de facto, ça va marcher. Alors qu'en fait, probablement qu'il suffirait juste d'avoir 1 ou 2 apporteurs d'affaires. Ça peut être effectivement alors soit un grand compte, soit par le biais un peu de clusters avec d'autres petites entreprises qui pourraient compléter l'activité et qui auraient d'autres prospects ou d'autres clients déjà en poche, de manière à booster, en fait, à démultiplier l'activité. Donc moi, je suis effectivement en permanence là-dedans. C'est pareil, j'ai un peu du mal à vendre des affaires. Parfois, je suis complètement en dehors des clous parce que je suis vraiment beaucoup trop cher, mais parce que j'ai peut-être mal lu aussi le besoin de mon client. Mais oui, c'est un vrai problème qu'on a, nous les ingénieurs, qui est effectivement de réussir à vendre. Et quand on est un peu seul à avoir créé une boîte, c'est vrai que réussir un peu à survendre, c'est très 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 difficile pour nous, quoi. On est des techniciens avant tout, quoi. Je pense qu'au-delà de la vente, il y a un truc que tu viens de dire là que je trouve intéressant. Il y a des hauts et il y a des bas. Quand on est entrepreneur, il y a pas mal de moments où on trouve que c'est sympa, puis il y a des moments où on trouve que c'est pas très drôle. Et un entrepreneur, c'est un mec qui est assez seul. Enfin, il y a des gens, parmi vous, il y a des entrepreneurs. On peut pas tellement s'épancher auprès de sa famille parce que sa famille, elle dépend de votre activité. Donc on peut pas toujours rentrer à la maison en disant c'est un peu la merde et préparez les patates, quoi.
c'est un peu compliqué. On peut pas se confier non plus à ses salariés parce qu'ils vont se barrer. Donc c'est pas une bonne idée. Donc c'est compliqué et il faut trouver des gens à qui parler. Alors il y a des réseaux d'aide des entrepreneurs. Donc il y a Réseau Entreprendre, il y a le CJD. Enfin il y a différents réseaux d'entrepreneurs. Et moi je sais que sur les 3 boîtes que j'ai montées, les 2 premières, jamais je suis allé parler à personne. Parce que, quelque part, c'est notre job de réussir. On est conditionné depuis tout petit. Faut passer son bac, faut avoir une mention, faut aller en école d'ingénieur, faut bosser comme un naze, et puis il faut s'en sortir. Et donc, on est conditionné pour ça et pas pour se faire aider. Et quelque part, c'est assez compliqué d'avoir l'humilité d'aller taper à une porte et dire je veux bien que vous m'expliquiez comment ça va marcher le boulot d'entrepreneur. Parce que c'est un boulot avec le recrutement... moi, les humains, c'est un truc infernal, ça passe son temps à changer d'avis. Enfin, donc, recruter des gens, c'est compliqué. Bon, la finance, j'en parle pas. Le commerce, il y a plein de métiers autour de l'entrepreneur. Il n'y a pas que le technique. Et du coup, il faut trouver le moyen d'aller se faire aider. Et si vraiment il n'y a qu'un seul conseil à donner aux gens qui ont envie d'entreprendre, c'est entourez-vous. L'idée n'a aucune importance. Les gens qui me disent, moi, je veux pas en parler tant qu'on n'a pas de NDA parce que l'idée, c'est complètement idiot. Tout le monde a plein d'idées. Le problème, c'est comment on va faire pour le mettre en œuvre. Et ça, il faut échanger, il faut aller taper aux portes, se faire expliquer comment ça va pas marcher. On est tous, t'as raison, quand on fait quelque chose, on se dit, ça c'est l'idée du siècle. Mais non, en fait, il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles c'est pas l'idée du siècle. Et peut-être une fois, c'est l'idée du siècle, mais du coup, il faut vraiment échanger autour de ça avec plein de monde. Vraiment un maximum de monde. Ajouter un truc, je pense que c'est aussi une des choses, je trouve, de la différence entre école d'ingénieur et école de commerce, c'est qu'on n'est pas encore très bon. On essaye, là déjà, c'est un bel événement autour du réseau et qu'il faudrait faire peut-être plus souvent. Mais s'il y a un truc qu'on apprend à HEC, c'est aussi d'échanger. Moi, ils m'ont fait halluciner, les gens avec qui on travaillait. C'était, nous, on arrive en tant qu'ingénieur dans une équipe avec des HEC, on nous pose un problème, on dit on commence à regarder sur Internet, on est tout seul un peu dans son équipe. Eux, ce qu'ils font, ils regardent l'annuaire des anciens. Alors, qui a bossé là-dedans? Moi, j'ai fait un truc pour de la métallerie. On connaissait que dalle dans l'industrie de la métallerie. Enfin. Et donc un des clients c'était Unibail Rodemco de l'entreprise pour laquelle on travaillait. Ils ont tout de suite appelé un HEC qui travaillait chez Rodem Unibail pour lui dire comment ça se passe, comment tu recrutes les métalleries, qui est-ce qui fait tout ce qui est métal chez toi. Et là, en fait, en une demi-heure, il avait appris ce que j'aurais passé 4 jours à essayer de savoir en trouvant des études sur par je sais pas qui, voilà. Et après, eux, ils font presque, je dis presque l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont faire tout comme ça. Et je trouve que il faudrait que nous, on apprenne un peu plus à prendre notre téléphone parce que tout le monde les gens sont toujours contents de répondre au téléphone. Voilà, nous, on est tous contents de parler de ce qu'on fait. Voilà, même si l'expérience est plutôt courte par rapport aux autres. On n'a pas ce réflexe-là du tout, quoi. On se dit jamais, j'ai une étude ou quelque chose, une problématique là-dedans. Je vais prendre mon annuaire, je vais regarder qui travaille là-dedans et je vais l'appeler, quoi. C'est un truc qui était complètement nouveau pour moi et ça marche vachement bien. On a beaucoup plus d'infos, qui est très qualitative et surtout, en fait, ça permet de se faire aussi accompagner, apprendre aussi à aller rencontrer des gens sans aucune raison particulière presque. Enfin, je dis pas de perdre son temps, mais d'être tout le temps, de se dire, je vais aller voir. Il y a peut-être des choses à faire ensemble, je sais pas du tout quoi, mais je vais y aller parce que cette personne-là, elle pourra m'apporter des choses, ou moi, je vais peut-être pouvoir lui apporter des choses, et en fait, c'est extraordinaire et ça permet de rencontrer d'autres gens, de confronter ses idées. Moi, c'est pareil, j'aurais jamais lancé si j'avais pas eu quelqu'un qui m'avait accompagné dès le début. Qui m'a dit vas-y continue. Je pensais que j'étais incapable de faire ça toute seule. Pour l'instant, je suis encore là, donc je continue. Mais je serais pas là si il y avait pas plein d'entrepreneurs qui ont témoigné, qui m'en ont parlé. Comme toi, je pense quand j'étais en 3e année à entreprendre, il y avait je pense que si t'as intervenu, je crois t'avoir déjà vu témoigner à ce moment-là. Et ça a permis de rencontrer plein de gens qui sont passés par là, et de dire qu'il y a plein de profils différents, et il y a de la place pour tout le monde. C'est une aventure à faire, mais il faut vachement se désinhiber. Il y a plein de difficultés qui sont... Les vraies difficultés, on les rencontre une fois qu'on les fait, mais il y en a beaucoup qu'on imagine et qui sont pas là, en fait. Voilà. Oui,
Laurent Barthélémy, promotion 88. Quand je vous écoute, ce qui me frappe, c'est que vous êtes tous entrepreneurs, donc c'est votre truc, chacun votre bébé. Mais de là où je viens, les entreprises, les grands comptes pour lesquels j'ai travaillé, font beaucoup d'externalisation. Alors la question qui me vient à l'idée, c'est est-ce que vous n'auriez pas intérêt à externaliser la fonction commerciale? Bon, je sais que c'est très sensible parce que c'est votre bébé, mais dans la mesure où vous avez l'air de assez bien vous connaître, et dans l'autre mesure où la fonction commerciale a l'air d'être de plus en plus électronique, d'après ce que vous dites, aller voir les annuaires, regarder les réseaux, est-ce que ça ne serait pas une idée de mutualiser vos ressources pour vous payer un commercial, dans la mesure où vous avez une entente, une confiance suffisante les uns envers les autres? Bonjour, Éric Pinsant. J'ai créé ma structure, ça fait 3 ans et demi. Et je vais répondre à la question. Je ne sais pas faire de commerce. Je déteste le prospect et je sous-traite tout le commerce. Donc je fais que de la technique. J'ai l'équipe pour faire les techniques et tout le reste, c'est externalisé. Du coup, j'ai pas de problème en me disant c'est quoi mon prochain client, parce que quand j'ai passé client, j'ai cherché d'autres commerciaux. Et à force, aujourd'hui, je ne vais plus chercher de commerciaux parce que le business rentre, le téléphone sonne, bonjour, tu as un contrat là. Et ça marche. Pardon, je fais du conseil en achat. Et le modèle, c'est quoi? Oui. Donc le modèle, c'est uniquement la commission. Ça me coûte très cher. Donc je suis une énorme partie du chiffre d'affaires, mais ça marche. Moi, je donne entre 45 et 50 du chiffre d'affaires. Ah, mais il faut que le commercial il soit riche. S'il n'est pas riche, il ne se lève pas. Donc il faut que je lui fasse des gros chèques. Donc l'important, c'est pas qu'est-ce que je lui donne, c'est qu'est-ce qui me reste. Le reste. Oui, bonjour, Didier Blond. Moi, j'ai créé mon activité comme Grégoire de recrutement en 2007. Et je me suis posé la même question que vous. Même si moi, j'ai un passé de commercial, j'ai fait 15 ans de commercial quand je suis sorti de l'école d'ingénieur, donc j'ai pas du tout... donc j'ai fait du commercial, et malgré que j'ai fait du commercial, dans ce métier, en tous les cas, du recrutement, qui est un métier très concurrentiel, il fallait que je trouve des moyens pour me faire connaître. Petite structure, donc... Et j'ai fait le choix à un moment donné de me tourner vers une société de phoning. Parce que je me suis interrogé sur savoir si j'avais un budget à mettre, est-ce que je mettais un budget de communication sur une quelconque revue, et je voyais pas bien le résultat. Et je me suis dit, en fait, je vais confier ça à des gens qui passent 70, 80 appels par jour sur des cibles, et qui, même s'ils me renvoient pas forcément des rendez-vous, c'était quand même l'objectif, au moins je vais me faire connaître. C'est-à-dire qu'on va parler de ma société. Donc déjà, c'est un axe de communication, premièrement. Et puis deuxième axe, effectivement, ça m'a apporté des rendez-vous. Voilà. Donc à un moment donné, même si j'avais j'avais fait ce métier pendant quelques années, je l'avais fait surtout auprès de grands comptes et pas forcément auprès on va dire, de cibles un peu atomisées, sur un marché très concurrentiel que j'avais pas forcément connu avant. J'ai préféré sous-traiter cette partie-là plutôt que parce que j'étais incapable de passer 70, 80 appels par jour. Quand vous prenez une claque, 2 claques, 3 claques, le téléphone il pèse 2 tonnes, vous n'avez plus envie, quoi. Hein. Même si vous êtes rodé à ça, même si bon. Et donc ça, je pense que c'est effectivement une bonne réflexion. Après, il y a toute la réflexion des prescripteurs, c'est-à-dire développer un réseau de prescripteurs. Qu'est-ce qui fait que des gens peuvent parler de nous auprès d'autres personnes? Ça, c'est important. Cet aspect réseau, alors je vais vous donner une anecdote. Quand j'ai commencé dans cette activité, donc j'ai commencé comme dans le recrutement en 2000, après ce métier commercial. En 2007, je crée mon activité. J'envoyais un mail à l'ensemble des centraliens de Nantes, implantés sur la région, qui avaient des postes de responsabilité. Devinez combien de réponses j'ai eu par mail? 0. 0 réponse par mail. Mais même pas des réponses en disant écoute, je peux rien pour toi, ou que sais-je, ou bon, mais je peux. 0. Ce qui m'a démontré, et là j'ai pris une claque dans la figure, ce qui m'a fait d'ailleurs me rapprocher de l'association des centraliens, parce que je me dis, il y a vraiment une problématique de réseau. Ça veut dire qu'à Centrale Nantes, en tout cas, on a une problématique de réseau. Tu disais HEC, les gens d'HEC, ils ont ce réflexe-là. Arts et métiers, ils ne se posent même pas la question. C'est-à-dire qu'ils vont appeler un collègue d'arts et métiers, ils vont se tutoyer tout de suite, ils ne se connaissent pas ni d'Ève ni d'Adam. Mais malgré tout, la relation, moi je connaissais un consultant sur Nantes en recrutement, il ne fonctionnait qu'avec des arts et métiers. Il était arts et métiers.
Bon, donc là, je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à développer. Et je suis très content ce soir que ça se développe et qu'on soit tous là, parce que là, il y a une vraie culture au niveau de l'école, en tous les cas, sur cet aspect réseau. Parce que je pense aussi que ça passe aussi par là, par les relations entre nous, par le fait de tout le monde a des besoins, on peut parler des uns et des autres. Bon. Donc voilà, donc ça c'est ma modeste expérience, mais cette problématique de commercial, tout le monde l'a. Tout le monde l'a. Hein, c'est pas nouveau. Maintenant, il faut trouver, je dis, les prescripteurs, soit se rapprocher d'autres sociétés, travailler en sous-traitance. Bon. Mais je pense que c'est fondamentalement le réseau. L'énergie qu'on dépense à faire de la prospection dans le dur, c'est d'abord très compliqué, et je suis pas sûr du résultat au bout du compte. Donc, il faut mieux le confier à quelqu'un d'autre, et éventuellement se focaliser sur le développement du réseau et d'autres axes. Bon, donc on a beaucoup parlé de la partie commerciale. Moi, je suis un peu surpris parce que je pensais qu'il suffisait d'avoir une idée et puis que ça allait aller derrière. Alors, en préparant cette réunion, j'ai discuté avec Jean-Luc Bellandrade qui a monté Centralien Entrepreneur, qui regroupe des centraliens. Et il me disait surtout, il y a 2 sujets que tu ne dois pas aborder. Donc évidemment, je vais les aborder. C'est la structure juridique de vos entreprises, comment vous avez choisi vos structures juridiques, et est-ce que vous avez fait un business plan? Parce qu'il m'a dit de toute façon, s'ils ont fait un business plan, ils ne l'ont pas respecté. Je sais pas, donc on peut peut-être commenter ça, enfin, sur votre structure juridique et sur le business plan. Alors je vais répondre à la question, je vais juste rebondir sur ce que disait Didier tout à l'heure. Je pense qu'il y a un élément fondamental sur la partie est-ce que ça doit être externalisé, pas externalisé sur la fonction commerciale, c'est ce qu'on vend. Le fait qu'il reste effectivement une partie et que ça soit une indexation du chiffre d'affaires finalement obtenu, nous dans le cabinet on a des consultants qui s'occupent de faire du recrutement de commerciaux indépendants, qui est très à la mode en ce moment. Les résultats qu'on a sont catastrophiques. C'est-à-dire que toutes les entreprises aujourd'hui qui nous disent j'en ai marre d'avoir des salariés, ça bouge tout le temps, ça nous coûte très cher, quand ça part avec le fichier client, on veut des commerciaux indépendants et on veut les indexer. Tous les résultats qu'on a aujourd'hui sur des boîtes, qu'elles soient industrielles, commerciales, grande distribution ou autres, sont catastrophiques. Donc les gens aujourd'hui reviennent vers du salariat, avec le problème de la masse salariale, et d'avoir la trésorerie suffisante pour pouvoir se dire je le recrute maintenant, j'espère qu'il est bon, pour que peut-être dans 3 mois, il commence à devenir à peu près un jour, on l'espère, rentable, et qu'il ne se barre pas au bout de 6 mois avec la moitié de mon fichier client. Donc pour moi, les 2 cas de figure sont vrais. On a essayé, nous, passer par de la presta externe aussi sur du phoning, sur une activité qui est le développement de réseaux de franchise. Donc on doit contacter toutes les enseignes aujourd'hui, les KFC, les Subway, les Picard et compagnie, pour leur expliquer qu'on peut leur identifier des porteurs de projets. Les devis qu'on a globalement sont un peu moins de 15 jours de travail, 7 500 € hors taxe. Moi aujourd'hui, 7 500 €, c'est à peine ce que je me verse aujourd'hui après 8 ans d'activité tous les mois. Je me dis que ça me fait 1 mois de travail. Je suis pas sûr que ça soit la bonne solution parce qu'il faut effectivement déléguer, il faut que chacun reste à sa place. Sauf que le constat que je fais aujourd'hui, c'est qu'on a toujours le sentiment que les autres font moins bien. On a une espèce de crainte ou de paranoïa en disant si je l'embauche, qu'est-ce que je peux lui dire, qu'est-ce que je peux pas lui dire, avec quoi il va partir, si c'est lui qui fait la relation commerciale, est-ce que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, il est capable de créer son activité et de venir me concurrencer? Et on devient parano, et du coup, on se développe moins vite. Donc il faut, à mon avis, garder les 2 axes possibles. Quand c'est de la prestation qui peut se faire sur une réussite ou un pourcentage d'économie réalisée, par exemple, c'est très facile d'indexer un commercial qui soit indépendant, qui soit sous-traitant, peu importe, et de se dire finalement, il me reste une partie. Par contre, toutes les autres activités sur lesquelles les coûts engendrés en R&D ou autres, par exemple, sont des coûts fixes liés au projet, c'est très compliqué de se dire qu'on va pouvoir externaliser. Pour répondre à la question sur la partie juridique, alors nous aujourd'hui on a une SAS, on a 2 SARL et une SASU qui sont au sein du groupe. Je ne sais pas pourquoi. Les gens que j'ai rencontrés m'ont expliqué. À l'époque, ça avait dû me convaincre. Effectivement, ça devait se prêter au mode de fonctionnement. La seule conclusion que j'ai aujourd'hui sur la partie juridique, c'est qu'il vaut mieux commencer tout petit, parce que, en tout cas en France et en tout cas au greffe ou équivalent,
Quand vous êtes petit, quand vous voulez faire évoluer votre structure à la hausse, ça pose aucun problème. Par contre, quand vous êtes parti trop haut et que vous voulez la faire baisser, c'est pas prévu. Ça rentre pas dans les cases, et du coup, vous avez des gens qui tombent dans les pommes au greffe, voilà, quand vous venez en disant les statuts vont évoluer, on passe d'une SAS à une SASU qui deviendra une SARL avec un capital variable. C'est pas prévu, ça rentre pas. Nous, ce qu'on sait faire, c'est des SARL, point barre. Donc, pour moi, il faut l'avoir prévu au départ et regarder effectivement ce qui existe. Dans les candidats qu'on accompagne sur des porteurs de projets en franchise, encore une fois, c'est très souvent le franchiseur qui impose à son franchisé son statut juridique ou sa forme juridique. On n'a jamais eu de candidats qui nous ont dit je peux pas le faire en SARL, on m'impose de le faire en SAS, par exemple. Et nous, quand on a créé la SAS, à l'époque, c'est quand on a commencé à répondre à des appels d'offres, où en fait, c'était dans les RFI des clients qui nous imposaient d'avoir une structure juridique avec un capital social de 50 000 €. On vend de la prestation de service. Le seul risque qu'on a, c'est qu'on ne place pas le candidat. Donc les notions de garantie, de responsabilité professionnelle et autres n'existent pas. Le capital social n'a aucun intérêt. Donc il faut effectivement réfléchir, lire un certain nombre de choses, mais de mon point de vue, ça a absolument aucun intérêt. Alors j'exclus l'auto-entreprise, qui est quand même un cadre très particulier, notamment lié à la TVA, mais EURL, SARL, SASU, SAS, SA derrière, voilà, sauf s'il y a des investisseurs externes qui l'imposent, je ne vois pas de grande différence. De quoi ? Alors, juste réponse sur la partie business plan. Non, on n'en a pas fait. Et encore une fois, sur tous les candidats qu'on accompagne et qui en font, ils sont effectivement jamais respectés. Ils donnent parfois en plus de fausses pistes, notamment sur l'obtention des financements, avec des choses qui ont été mal évaluées. Et en fait, nous, quand on accompagne un candidat, on lui dit globalement, alors c'est un cas très, très particulier, encore une fois, c'est des franchiseurs qui valident un business plan, mais on leur dit, vous prenez tous les chiffres, vous majorez les charges de 20%, vous diminuez votre chiffre de 30% la première année, vous rajoutez 40 000 € de trésorerie parce que vous allez avoir des choses que vous n'avez pas prévues, et globalement, une fois que tout ça, ça rentre et que vous avez l'apport nécessaire, vous pouvez à peu près partir serein. À peu près. Oui, en fait, juste une précision pour les statuts entre SAS, SARL, pas de différence, il y en a quand même une. Il se trouve que la SARL ou EURL, c'est-à-dire c'est la même chose quand on est tout seul, impose donc le régime là, des indépendants au niveau de la Sécu et tout ça, qui est quand même aujourd'hui pas forcément facile. En ce qui me concerne, moi étant à la retraite depuis quelques temps, j'ai pris le statut de la SASU, donc Société par action simplifiée unipersonnelle, où je suis considéré comme salarié et dispose du régime général de sécurité sociale. Comme j'y suis déjà, c'est tout bénef. Et sinon, bien sûr, mes biens propres, qui sont quand même bon, j'ai quand même une maison quand même beaucoup plus importante que celle de ma société. Hein, j'ai juste un bureau, un crayon et un ordinateur. J'ai tenu absolument à séparer les deux. Hein. Donc, il existe un petit tableau qui a été fait par la NCPE, qui liste tous les statuts possibles avec toutes les conditions, caisse de retraite, caisse de sécu, machin, etc. Donc, si éventuellement ça vous intéresse, il tient sur 3 pages, je pourrais vous l'adresser. Pour terminer, nous on a fait une SAS parce qu'on n'avait pas d'argent pour se payer une avocate et on avait vu que on pouvait écrire ce qu'on voulait dans les statuts et comme on voulait le faire nous-mêmes, on a fait une SAS. Je crois que c'est le cas, hein, ça marche bien. Maintenant on a une avocate en ce qu'il faut et elle fait ce qu'il faut. On n'a qu'une structure parce qu'on a un capital qui est ouvert à plusieurs investisseurs, donc on va pas s'amuser à leur dire écoutez, vous avez mis de l'argent dans la première, nous on fait les dividendes dans la deuxième. Je sais pas si ça serait logique. Et pour répondre à la question du business plan, si quand vous partez avec une idée utopique, où il y avait le premier business plan qu'on a fait, c'était un Word de 75 pages, on avait mis des études Xerfi dessus, personne n'a jamais voulu le lire. Maintenant on fait des PPT, on met des courbes à la fin. Donc oui, le BP il change tous les 3 mois à peu près. Il y a des plus ou moins gros changements. Nous on en a connu un à, on va dire 90%, donc on a tout jeté, on a refait un autre. Vous avez au tout début finalement juste à décaler les courbes, vous translatez les exponentielles parce que vous avez pris du retard. Mais non, quand on a un business plan qui commence à tenir debout, quand on a les courbes qui commencent à se respecter, c'est là qu'on se dit bah finalement c'est le bon. Mais en 3 ans et demi, ouais, je pense qu'il a changé globalement tous les 3 mois, c'est ça. Enfin, après, ça reste un outil de pilotage. On a quand même besoin de piloter l'entreprise, donc
savoir est-ce qu'on doit investir, tel type de dépenses. Il faut bien un outil, alors qu'on l'appelle business plan, tableau de bord, bon, allez, peu importe quoi, mais il faut bien un fichier Excel à un moment pour savoir un petit peu où on va. Donc voilà, nous on utilise les deux outils et heureusement, je pense. Maintenant, effectivement, on se trompe souvent, mais c'est pas fait pour être juste un business plan. Enfin, ça c'est la vision ingénieur aussi, je pense, de se dire qu'un business plan c'est fait pour être juste. Et c'est vrai qu'au début, moi j'ai essayé de faire un business plan juste pour en croyant qu'il fallait le respecter, mais non, c'est un outil de projection, on fait des hypothèses, et ça doit servir à ça. Ça doit être un outil surtout pour montrer que le business model est robuste et qu'on est capable d'encaisser effectivement un client qui part, une surcharge d'activité, etc. Donc nous, on utilise ça comme ça. Je suis assez d'accord, parce qu'il faut quand même aussi arriver à le présenter à un moment donné, rien que pour... moi, je suis allée chercher un petit prêt bancaire, un prêt d'honneur. Si vous leur dites tout est là, vous inquiétez pas, ça marche pas. Donc il faut bien arriver, même si c'est pas ce qui va se passer, il faut déjà arriver à montrer qu'on a une vision, et si vous êtes pas sûr, ceux d'en face ils seront pas non plus. Donc même surtout les banquiers, je sais pas s'il y a des banquiers dans la salle, mais il faut vraiment avoir dire si dans 3 ans ce sera comme ça, ce sera pas autrement. Vous inquiétez pas, je vais vous payer, je vais vous rembourser. Alors, en fait, j'en sais rien du tout, hein, mais il faut bien réussir à le présenter un minimum. Et puis ça, c'est l'autre chose que tu disais, c'est un outil de pilotage, c'est-à-dire aussi tu te dis, ça te permet de te poser, de te dire au fait, j'en suis où, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller, comment, parce que les possibilités elles sont monstrueuses. On peut aller dans plein d'endroits différents, des bonnes décisions, des mauvaises décisions. Mais il y a un moment où il faut de le mettre sur le papier, ça aide aussi à avancer et puis à se poser les bonnes questions et à faire une pause un peu et de plus avoir trop la tête dans le guidon. Voilà. Et moi, j'ai juste fait une SASU aussi, parce qu'on m'avait tellement dit du mal du régime du RSI que je me suis dit bon. Et en plus, l'autre chose, c'est que je me paye pas depuis que j'ai créé, depuis 1 an. Et l'avantage, c'est que tant qu'on se paye pas, on paye pas de charges. Par contre, le jour où je paierais des charges plus importantes que RSI. Enfin, moi, c'est la seule différence pour l'instant que j'ai vue là-dessus. Voilà. Moi, je vais pas revenir sur la structure juridique parce que j'y connais rien. Je fais ce que mon comptable me dit de faire et je le crois. C'est important d'avoir un comptable en qui on a confiance. Je pense que c'est vraiment primordial. Par contre, je reviendrai juste sur ce que tu as dit sur les statuts. En fait, moi, j'ai eu la chance de créer trois entreprises, donc une EURL. Voilà, on n'est pas embêté, on est tout seul, donc statutairement, c'est assez peinard. On ne sera pas embêté par son associé. Mais c'est une entreprise qui grandit pas. C'est très difficile à vendre, très difficile à faire capitaliser, si on veut. Donc, pour moi, c'était une entreprise un peu difficile à faire vivre. J'ai fait une SAS avec 8 actionnaires à part égale. Le truc horrible. Le communisme. Le truc qui marche pas du tout. Et ça, faut pas faire ça. Enfin, il faut un chef. Il faut absolument un chef. Donc, si vous structurez une entreprise, c'est ultra important d'avoir un gars qui est identifié par tout le monde comme étant le maître à bord, le pilote. Et c'est vraiment, on s'en sort plus en fait. Après, c'est pour toujours. Le problème de ces trucs-là, c'est qu'une fois que c'est né, c'est pour toujours. Ce qu'on met dans les statuts à ce moment-là, même si on n'a pas d'avocat, si on a dit bah on est copains et donc tout va bien, bah en fait le jour où on n'est plus copains, ça marche pas. Et quand on reprend le papier et qu'on dit ah bah merde, on avait dit on est copains et tout marche bien. Et ben là, c'est pas vrai en fait, ça marche pas. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est des papiers qui sont vraiment importants et qu'il est important de prévoir au départ qu'est-ce qu'on va faire quand on sera plus d'accord. Et ça, vraiment, enfin, je pense que c'est vraiment primordial de faire attention à ça parce que vous voulez traîner pour toujours, quoi. Ça fait partie de la vie de la société. Et je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas, à un moment donné ou à un autre, eu un problème avec un des associés. J'ai pas et regretté à ce moment-là de ne pas avoir mis dans les statuts ce qu'il fallait pour. C'est d'ailleurs plus dans ce sens-là que c'est piloté. C'est en fonction de ce qu'on veut mettre dans les statuts que la forme juridique en général se dessine. C'est que du coup, en fonction de ce qu'on doit mettre, des clauses de sortie, et effectivement d'avoir toujours prévu que ça puisse et que ça va se passer mal à un moment ou à un autre. Ne serait-ce que pour une question financière, même quand il y a besoin de revendre et même quand tout le monde y gagne, il y en a toujours un, surtout quand il y a un chef au départ et que la répartition départ n'est pas égale, qu'il y a des minorités de blocage ou des choses comme ça prévues dans les statuts, ça peut vite embêter tout le monde, ça peut vite finalement coûter plus cher en avocat et en procès que
en clause de sortie, et finalement, ça valait peut-être le coup de mettre les 1000 ou 1500 euros d'avocat au départ. Je pense que ça, c'est un élément qui est hyper important. Les experts comptables, les avocats, les banquiers, les courtiers en financement et autres, c'est leur métier, ils savent le faire, et je reviens sur le problème de confiance, il faut au départ faire confiance à des gens dont c'est le métier, même si ça coûte de l'argent, même si on se dit que finalement c'est de la trésorerie en moins, vous la récupérez bien plus vite si ça a été prévu au départ et si vous n'avez pas besoin de rechanger 3 fois, de republier vos annonces légales et autres, voilà, qui vous coûtent finalement 12 fois ce que vous ont coûté vos statuts de départ.